D'accord, et on laisse la parole à George Covington pour un bref historique sur le Bel Air. Vu de la mer, le Bel Air, avec son fouillis de maisons minables, au milieu desquelles serpentent des venelles sinueuses et que coupent des voies larges tirées au cordeau, accuse un caractère géologique tout à fait expressif. Sorte d'excroissance attachée au dos de la capitale, il apparaît comme une bosse, la bosse de Port-au-Prince, telle de la chanson populaire qui faisait fureur à l'époque de Tirésias, Boule l'endo Madame Aya. Après avoir connu une époque de splendeur au temps de la colonie, les grands planteurs, nous le savons, y avaient élevé leur confortable pied-à-terre. Le Bel Air fut presque totalement détruit par l'incendie du 22 novembre 1791, connu sous le nom d'incendie de la Sainte-Cécile. La déchéance du Bel Air date de ce sinistre. Après la conquête de notre indépendance, la plupart des colons regagnèrent la métropole. Par le fait même, le Bel Air ne put être reconstruit par les anciens propriétaires blancs. Des emplacements de propriété abandonnés aux Alliés furent peu à peu occupés par le nouveau prolétariat formé de ces centaines d'anciens esclaves, plus tard marrons ou soldats de l'armée indigène, que la victoire avait haussés au rang de citoyens libres et indépendants. Et puisqu'il ne pouvait plus être question de garder aux anciennes propriétés coloniales la superficie respectable qu'elles comportaient, les nouveaux occupants, plus ou moins fermés de l'État, s'installèrent n'importe où, n'importe comment, sur une même propriété. Et ainsi prirent naissance ces ruelles tortueuses qui ont transformé les îlets du Bel Air en de vrais labyrinthes. Petit à petit, cependant, hanté par le passé prestigieux de ce quartier, capté d'autre part par son évidente salubrité et par le panorama magnifique qu'il prodigue aux promeneurs à quelque endroit où il se tient, certains bourgeois de la première moitié du XIXe siècle acquirent de l'État des propriétés et s'y construisirent des demeures élégantes. Quelques Bel-Airiens, arrivés par les circonstances politiques ou le fruit de leur travail, se hâtèrent de transformer leur bicoque en coquettes maisons d'habitation. Ils devinrent les dons du Bel Air. Pour eux, le Bel Air était leur pays. Ils ne pouvaient plus l'abandonner. Néanmoins, l'ensemble de la butte demeura le quartier de la plèbe, avec ses constructions qui titubaient, ses cahutes délabrées, bâties sur un plan inégal et mouvementé, et qui décelaient une vie précaire. Tout un peuple de tenanciers, d'ouvriers, d'artisans, de petits fonctionnaires habitait le Bel Air. Les Port-au-Prinциens des autres zones ne s'y rendaient qu'à l'occasion, car on redoutait ce quartier, réputé tumultueux et passé pour vivre dans une perpétuelle révolte. En effet, la rude existence qu'ils menaient avait fait des Bel-Airiens de vrais révolutionnaires. Ils réclamaient leurs droits avec violence, et retranchés derrière leur rempart naturel et inexpugnable, ils se défendaient furieusement et défiaient l'ennemi. À coups de pierres et de cornes, de bœufs, les carrières abandonnées de la butte étaient bondées de ces protubérances à l'aspect agressif. Les braves Bel-Airiennes arrivaient à mettre en déroute des adversaires aguerris. Ce tempérament belliqueux s'accusait surtout dans les fastes carnavalesques. Vilacé, roi de brillant soleil, la principale bande du Bel Air, se proclamait le roi des rois, et malheur au roi des autres bandes qui osaient prétendre lui ravir son titre. L'incendie du 30 novembre 1894, qui éclata vers 5 heures de l'après-midi, chez une femme du nom de Timéline Augustin, laquelle habitait l'actuelle rue Macajou, non loin de la fontaine de Madame Collot, consuma une partie considérable du Bel Air. L'incendie, après s'être propagé avec une terrifiante rapidité, en raison de la proximité des maisons pressées les unes contre les autres, de la vétusté des toitures descentes et des nombreuses clôtures en planches, ne s'éteignit qu'à 2 heures du matin. Des centaines de maisonnettes, des constructions plus importantes furent la proie des flammes. Cette catastrophe provoqua le départ de la butte de nombreux habitants ruinés et qui, par leur comportement général, avaient su conférer à notre Montmartre son caractère particulier. Tandis que les cahutes surgissaient une nouvelle fois des décombres, les Bel-Airiens frappés par le malheur s'assagissaient. Ils devenaient bons, accueillants et même hospitaliers. Depuis lors, le Bel Air n'a cessé de se peupler. En dehors de quelques rares constructions potables, les maisonnettes bâties sans le moindre souci de l'art se sont multipliées à un rythme effarant. Dans son dénuement qui fait mal,
Le Bel Air d'aujourd'hui est, pour le moins qu'on puisse dire, une verrue que nous devons, par tous les moyens, effacer du visage de notre capitale. Il est heureux qu'une institution aussi sérieuse que le CHIS ait pensé à faire la lumière sur les multiples problèmes qui entravent l'essor de cet intéressant quartier de la ville de Port-au-Prince. Voilà, merci George Worthington pour ce bref coup d'œil sur l'histoire du Bel Air. J'ai retenu que le Bel Air est à l'origine le nucléus de Port-au-Prince et que successivement y ont habité les différentes classes qui constituent notre ville. À présent, le Bel Air est, comme vous venez de le dire, notre mauvaise conscience. Il faut donc essayer à présent de voir avec le directeur du CHIS quelle est la situation actuelle du Bel Air. Docteur de Ronceret, à vous la parole. D'accord, merci. Donc, essayons de voir ensemble ce qui se passe maintenant là-bas. D'abord, nous autres du CHIS, il y a de cela 2 ans, nous avons décidé de parcourir le Bel Air dans tous les sens. Nous nous sommes permis d'entrer dans tous les corridors. Nous avons vu les gens dans leur intimité. Nous leur avons parlé, nous avons recueilli des informations, nous avons dressé en somme une photographie de la vie actuelle du Bel Air. Docteur, est-ce que vous avez reçu accueil facile à vos enquêtes de la part des gens que vous contactiez? Ingénieur Mangonès, je m'excuse, mais je crois que je vais noter votre question. Je vais laisser le docteur de Ronceret exposer les résultats de l'enquête et ensuite nous reviendrons pour la discussion. D'accord? Tout à fait d'accord. Donc, au départ, nous avions affaire à un Bel Air réparti en 2 zones, si vous voulez, le Haut Bel Air et le Bas Bel Air. Le Haut Bel Air et le Bas Bel Air totalisent près de 11 000 mètres carrés de superficie. C'est dire que nous avions affaire à une population étalée sur 11 000 mètres carrés de superficie. Dans cette étude, nous avons sélectionné un échantillon de 387 maisons pour l'étude de l'occupation physique du territoire. Nous avons divisé le Bel Air en 18 blocs, totalisant près de 5000 maisons. Le nombre de maisons à l'intérieur des cours et corridors s'élève à 3800, tandis que l'extérieur en compte 1150. Nous avons recensé toutes les maisons extérieures pour en étudier les types architecturaux, les dimensions et l'affectation. Pour les maisons de l'intérieur, nous nous sommes livrés à une étude approfondie de 381 unités et nous avons soulevé des problèmes relatifs à l'habitat, à l'équipement matériel et à l'occupation du sol. Voyons d'abord ce qui en est de l'occupation physique du territoire au Bel Air. Le Bel Air, à la différence des quartiers marginaux de la plupart des grandes villes de l'Amérique latine, quartiers connus sous les noms de Tugurios, favelas, cayampas, etc., n'est pas une agglomération spontanée où les familles sont dépourvues de titres légaux de propriété. Cependant, le Bel Air reproduit certaines des caractéristiques fondamentales des Tugurios. Par exemple, absence de conditions sanitaires et de confort, forte densité humaine résultant du rapport négatif espace-habitant, faiblesse économique des familles, etc. Si l'on considère le plan endamier du Bel Air, la régularité du tracé originel, la disposition de ses principales artères, les rapports sociaux entre les habitants, on a l'impression d'une unité assez bien structurée. Mais au point de vue du niveau de vie, de la configuration de l'habitat, des réseaux de communication et d'échange, le Bel Air présente une grande diversité d'aspects, un entrecroisement complexe d'unités partielles de courants qui se chevauchent. La différence entre le Haut Bel Air et le Bas Bel Air est frappante quand on considère leur équipement institutionnel. En général, les institutions reflétant le modernisme, se trouvent plutôt dans le Bas Bel Air. Exemple, entreprises commerciales, banques, hôtels, imprimeries, librairies, garages modernes, tribunaux de paix, dry cleaning, etc. Ces types d'activités
se retrouve plus particulièrement dans les blocs de la rue du Centre, de la rue du Peuple et dans le bas de la rue des Fronts-Forts. Certaines autres activités, cependant, se retrouvent plutôt dans le Haut-Bel-Air, dénotant ainsi la survivance des coutumes paysannes, comme marcher en plein air, Montfort, etc. Nous avons recensé toutes les maisons de l'agglomération extérieure du Bel-Air, soit au total 1150, dont 70% de type ancien et 30% de type moderne. De plus, 548 des 805 maisons de type ancien sont de 1 à 3 chambres. 9,5% seulement ont plus de 6 chambres. Inversement, 77% des constructions récentes sont moyennes ou grandes. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'espace habité et habitable. Le Bel-Air se divise en une série de blocs rectangulaires de 110 mètres sur 100, soit 11 000 mètres carrés. Les blocs du Haut Bel-Air sont moins uniformes. Le Bas Bel-Air couvre une superficie de 129 000 mètres carrés et l'autre partie 77 900 mètres carrés, soit une superficie totale de 207 600 mètres carrés près pour une population voisine de 39 200 habitants. La densité globale est donc de l'ordre de 1 personne aux 5 mètres carrés. Le Bel-Air manque d'arbres et d'espaces libres. Sur une superficie totale de 207 600 mètres carrés, nous avons relevé seulement 2000 mètres carrés non occupés, soit 1/100 près. De plus, cet espace se répartit en petites superficies de 15 à 100 mètres carrés ici et là. Ce manque d'espace libre cause encore une vive animation continue dans les rues. En témoigne l'occupation des rues en période de vacances par des équipes de football. Les données de l'enquête montrent que plus de 40% des maisons logent 2 ménages ou familles. Il n'existe pas de démarcation nette et précise entre le salon et la chambre à coucher. Très peu de ménages peuvent satisfaire leurs désirs dans la façon de meubler leur logement. La pièce a de multiples fonctions. C'est une simple baraque qui est à la fois une cuisine, une salle à manger, une chambre à coucher, un salon, un emplacement de bricolage. Il n'y a aucun endroit tranquille dans le logement. On se lève et on se couche tous ensemble. C'est à de rares exceptions près qu'on peut parler de l'existence d'une chambre à coucher dans la mesure où un lit reste installé en permanence. De plus, 75% des cas, les nattes et les haillons sont étendus sur le sol pendant la nuit, puis ramassés et repliés pendant le jour. Cette couche portative et très expéditive permet de libérer la pièce et de la consacrer à d'autres activités. Il y a à peu près un individu sur chaque 2 mètres carrés 50 d'espace habité au Bel-Air. Et c'est sur cet espace, disons, qu'il doit organiser sa vie, satisfaire ses besoins. Il n'est certes pas nécessaire de pousser plus avant l'analyse pour montrer les conditions extrêmement précaires dans lesquelles vit la population du Bel-Air. Des études réalisées en France ont démontré qu'il y a des seuils et des surfaces minima au-dessous desquels les troubles du comportement, les maladies physiques risquent d'apparaître. Il faut un chiffre optimum de 80 mètres carrés par personne. La dégradation de la santé physique et mentale est fatale dans de pareils cas. Or, le fait qu'au Bel-Air, nous ayons un seuil de 2 mètres carrés 50 par personne prouve que nous tombons dans une situation hors concours, voisine de la catastrophe. C'est un cas extrême où les familles sont condamnées à une série de déficiences auxquelles elles ne peuvent rien. Aucun tableau ne peut être plus dramatique. L'anarchie avec laquelle sont érigées ces baraques ne laisse aucune chance à des possibilités d'aménagement d'espaces verts, de cours intérieures. Les propriétaires encouragent au plus haut degré cette dégradante promiscuité qui leur procure des avantages économiques évidents. Le plus fort pourcentage de maisons, 25 à 30%, n'est séparé que par une distance allant de 2 à 3 mètres. On peut à peine parler de séparation
Ce sont d'étroits corridors obscurs, humides, impraticables en période de pluie. Les familles qui vivent dans ces maisons sont repliées sur elles-mêmes, contraintes par les dimensions mêmes de l'habitat. Environ 56% des maisons ont un volume variant entre 40 et 60 mètres cubes. Elles enlèvent de ce fait à leurs habitants toute possibilité d'épanouissement physique et mental. La courbe de distribution des maisons, suivant le volume d'air disponible par personne, accuse un maximum de 9 mètres cubes dans 25% des cas. Elle zigzague entre 3 et 8 mètres cubes à des pourcentages variant entre 10 et 15%. Il est donc permis d'avancer à partir de ces données que, dans l'ensemble, la majorité des logements ne fournissent que 6 mètres cubes d'air environ par personne. Maintenant, quel est l'état des logements au Bel-Air? Plus de 80% des logements que nous avons étudiés dans notre échantillon ont une aération mauvaise. L'humidité et l'absence de lumière sont des facteurs fort préjudiciables à la santé physique. Les meubles sont dans un état de délabrement quasi absolu. Si nous entrons dans le détail des matériaux de construction, nous constatons que le bois l'emporte à 51%, suit de près la maçonnerie avec 30%. La combinaison du bois et de la maçonnerie apparaît dans la proportion de 14%. Les murs en bloc existent seulement dans 4% des cas. Les toits sont de tôle ondulée dans la proportion de 95%. Ce sont pour la plupart des maisons de fortune qui n'offrent aucun indice de confort ou de satisfaction. La peinture y est absente. Les murs sont tapissés de pages de journaux ou de revues. On est incommodé par l'odeur des fausses d'aisance, dont la proximité avec l'espace habité constitue un péril pour la santé des familles. On compte à peu près une latrine pour 100 personnes au Bel-Air. Nul n'est véritablement chez soi. Les possibilités d'extension ou d'amélioration horizontale de l'habitat sont pratiquement nulles dans les conditions actuelles d'occupation du territoire. L'entretien des maisonnettes s'avère une tâche particulièrement difficile. On ne peut pas arranger ou meubler à son goût, faute de moyens économiques et d'espace. Le fait de ne pas pouvoir se sentir chez soi, de ne pas pouvoir créer sa vie personnelle, familiale et intime, se traduit chez plusieurs par un sentiment de résignation et d'espoir. Nos informateurs nous disent qu'ils veulent des logements plus grands, plus spacieux, plus aérés. Il y en a qui vont jusqu'à nous dire que s'ils sont au Bel-Air, c'est par la force des choses. Pour l'ensemble de la population étudiée, 22% des familles sont propriétaires des maisons qu'elles habitent. 26% ont affermé des particuliers. Il y a deux types d'affermage, celui de la maison et celui du terrain. La seconde catégorie figure 5 fois sur 100 et la première 26 fois sur 100. Ce sont les locataires qui occupent le plus fort pourcentage, 39%. La durée de l'occupation varie considérablement. Il y a une très grande mobilité résidentielle au Bel-Air. À partir d'un maximum de 2 années de résidence, les familles tendent à se déplacer vers d'autres points du territoire. Sans doute faut-il préciser ici qu'une telle mobilité est plutôt de type horizontal intra-quartier. Les familles déménagent d'un logement à un autre à l'intérieur même du Bel-Air. Ces déplacements sont provoqués par des conflits de voisinage et des embarras économiques. C'est un moyen qui permet d'échapper aux représailles des propriétaires d'immeubles insatisfaits de leurs locataires. C'est un moyen, disons-nous, qui permet d'échapper aux représailles. Les relations interpersonnelles manquent de force. La solidarité du Bel-Air est au ralenti. Elle ne s'exerce qu'à l'occasion des hauts faits, d'un incendie par exemple, où tous les habitants gagnent les rues pour porter secours aux sinistrés. Maintenant, quelques questions particulières. Le problème de l'eau. Dans leur grande majorité, soit 92%, les maisons des cours et des corridors n'ont pas d'eau courante. Les chiffres de 1 robinet pour 150 personnes et une salle de bain pour 200 personnes en sont une preuve palpable. Une pluie au Bel-Air est toujours reçue avec joie.
car les 4 fontaines publiques qui fonctionnent très irrégulièrement, alimentées par un seul réservoir, sont nettement insuffisantes pour une population d'environ 40 000 habitants. Cette situation alarmante explique le va-et-vient permanent des enfants de service et des vendeuses d'eau à travers le Bel-Air. Ce commerce pratiqué à une très grande échelle a permis à plusieurs d'améliorer sensiblement leur niveau de vie. Beaucoup de personnes aisées qui possèdent une installation hydraulique revendent à leur tour l'eau au prix de 10 centimes, le bidon de 5 gallons. Ces quartiers marginaux semblent être dans le monde le lieu unique où misère et bonheur réalisent la plus parfaite union. Quand il n'y a pas de cérémonie vaudou, de match de football ou de carnaval, jeunes et vieux s'adonnent au cerf-volant. Ou bien si c'est un dimanche, les transistors sont ouverts pour écouter de la musique ou pour suivre les résultats de la borlette. La pratique de ce jeu a augmenté considérablement le nombre de transistors dans les quartiers pauvres. C'est ce qui explique qu'on trouve au Bel-Air un transistor pour 200 personnes à l'intérieur des corridors. Toutes ces informations débouchent naturellement sur un problème d'habitat, une politique de l'habitat. Le Bel-Air offre le spectacle d'un véritable désordre de la construction qui va en s'aggravant. Le seul moyen efficace de freiner l'état de misère croissant de ce quartier sur le plan du logement, c'est de formuler une politique de l'habitat qui définisse les conditions de développement et de transformation intégrée de l'habitat, les moyens financiers et les options essentielles. La première étape d'une telle mesure pourrait consister dans une récupération d'une partie du Bel-Air et l'implantation d'un plan modèle. Pour être efficace, pareille mesure pourrait être basée sur une action financière et sur une action au niveau des coûts de construction. Le financement de la construction de logements peut être assuré par un système de crédit à long terme, par des programmes d'épargne obligatoires. On pourrait recourir au financement privé par des concessions, un système de bonification d'intérêt. L'habitat n'étant pratiquement pas une source de recettes en devises pour l'État, ce dernier pourrait miser sur le caractère social de ces projets. On pourrait envisager de réduire les coûts de construction en standardisant les équipements et en utilisant rationnellement les matériaux de base du pays. Une telle méthode suivie par le Ghana a permis à ce pays de consacrer plus de 30% de ses investissements publics aux habitats à bon marché tout en réduisant les coûts de 15%. Plusieurs pays d'Europe et d'Afrique ont résolu le problème de logement par des coopératives de construction. La formule coopérative touche à la fois le problème du financement interne et celui du coût réduit. Des membres de même corps, administration, ouvriers d'usine, armée, charpentiers, etc., s'unissent et achètent des terrains privés ou publics, bénéficient de prêts remboursables à long terme, 15-20 ans. La solution coopérative a l'avantage de favoriser la construction de logements à bon marché, répondant au faible niveau de vie des groupes. Elle introduit un système de financement rigoureux et économique. Elle facilite la participation à une œuvre collective et l'appui de la collectivité aux intérêts individuels. Pour finir, disons que le concept d'habitat évolutif pourrait s'avérer très utile et très réaliste dans le cadre du Bel-Air. Il reste à la mesure des possibilités financières des familles. On pourrait définir un module d'habitat de base sur un lot préalablement viabilisé. Ce module comprendrait une cuisine, une chambre à coucher, un salon, une toilette et une cour intérieure. Les chambres seraient ajoutées au fur et à mesure de l'agrandissement des familles et selon les besoins de ces dernières. Voilà en gros quelques-unes des observations que nous avons faites sur le Bel-Air. Il ne s'agit pas de l'enquête exhaustive qui paraîtra dans un mois au plus, nous l'espérons bien. Il s'agit là d'un résumé que nous avons extrait à votre intention, ce afin de faciliter les débats de cet après-midi. Eh bien, merci, docteur de Ronceret, pour ce résumé de l'enquête réalisée par le SCHIS sur le Bel-Air. Je vais reprendre tout à l'heure les quelques points que j'ai notés au passage, et nous pourrons ouvrir à ce moment-là le débat avec les différentes personnalités présentes à cette table, et aussi, éventuellement,
avec les membres de notre auditoire qui voudront bien téléphoner. Mais en attendant, nous allons demander à notre informateur de diffuser le dernier bulletin de nouvelles. Dans 30 secondes, il sera 5 heures. De Santo Domingo a été interdite la libre circulation des civils à travers les zones où les troupes anti-guerrilleros de l'armée dominicaine traquent le groupe armé qui a envahi la zone sud de la République il y a une semaine. Les guerrilleros ont débarqué dimanche dernier tôt le matin sur la plage de Caracol, dans la province d'Azua, venant probablement de Cuba, dans un petit bateau à moteur. Jusqu'à présent, l'armée a 3 morts et 3 blessés dans ses rangs. Un combat s'était déroulé lundi matin entre les guerrilleros et l'armée dominicaine, informe un officiel de Santo Domingo. L'interdiction de la circulation a suivi une visite d'inspection de la zone du secrétaire des forces armées, le contre-amiral Ramón Emilio Jiménez, et du chef d'état-major général de l'armée dominicaine, le général Enrique Pérez. Ils ont déclaré qu'une circulation des civils dans la zone pourrait nuire aux activités de l'armée. Le transport de matériel de guerre continue à être effectué en hélicoptère dans les zones boisées où les troupes régulières cherchent le campement des guerrilleros. À la tête de la garnison improvisée de la province d'Ocoa se trouve le général Jean-René Beauchamp-Janvier et les opérations dans le secteur sont dirigées par le général Ramiro Matos González, sous-chef de la force aérienne dominicaine. Des sources souchées au milieu anti-guérilla dominicain assurent que chaque minute qui s'écoule permet de mieux circonscrire les insurgés. On croit savoir qu'un groupe armé, estimé à 8 ou 10 hommes, est dans une vaste zone dans les environs de San Juan de Ocoa. Cette zone comprend la Sierra de Ocoa, où s'est déjà produit l'affrontement de lundi dernier entre les troupes régulières et les guerrilleros. Cependant, on suppose à Santo Domingo que les guerrilleros cherchent à endormir la vigilance de l'armée pour se replier dans un endroit plus sûr pour ne pas avoir à se rendre ou être exterminés. De nombreuses versions circulent sur le fait que les guerrilleros, selon les dires des paysans, ont abandonné leurs repères, obligés par les militaires dominicains d'abandonner leur position. Ils se rendaient compte qu'ils étaient pratiquement encerclés par l'armée dominicaine. De New York, nous reprenons l'information que tout à l'heure nous avons diffusée en flash. Un gigantesque tank de gaz naturel liquide a explosé aujourd'hui dans une fabrique de produits chimiques de Staten Island. Les équipes de secours ont été immédiatement dépêchées sur les lieux. De Amman, l'Allemagne fédérale a fait don de la section de l'université jordanienne d'Amman du matériel de laboratoire d'une valeur de 260 000 marks. Un accord en ce sens a été signé samedi entre M. Abdel Salam Al-Majali, recteur de l'université d'Amman, et M. Louis Scheigel, ambassadeur d'Allemagne fédérale en Jordanie. L'accord prévoit en outre que 2 physiciens jordaniens seront formés en Allemagne fédérale et qu'un expert allemand sera affecté à la session de physique de l'université jordanienne.